Ondes multiples présente, on a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Patricia, je suis la maman de Liève, qui est un transgenre et que j'ai suivi, que j'ai aidé et que j'aide toujours de toute façon parce que c'est pas fini depuis de nombreuses années, depuis sa petite enfance. T'as combien d'enfants, Patricia ? J'ai trois enfants. Donc à l'origine, c'est 3 filles. D'accord. Et Liève, il a quelle position dans la fratrie ? C'est l'aîné. Donc très envie d'avoir une fille au début, surtout mon mari. Mon mari était ravi d'avoir une fille. Bon, il a été ravi finalement d'avoir eu 3 filles. Mais moi, maintenant, je peux dire que je suis ravie d'avoir un garçon. Enfin. À partir de quel âge tu as trouvé que... Qu'est-ce qu'on fait? On dit Delphine à cette époque, c'était encore Delphine. Oui. À quel moment tu as trouvé que Delphine était différente des autres petites filles? Bah, à partir du moment où il a demandé à être habillé en garçon, déjà. Cheveux courts. Parce que c'est vrai, dans sa petite enfance, je lui coupais les cheveux au carré. Oh, c'était pas très... Quand on regarde un peu avec le temps, c'était pas très esthétique, mais bon, je faisais comme je pouvais, voilà. Mais bon, je l'habillais en petite fille, mais finalement, c'est autour de 6 ans. 6 ans en CE1. Il voulait plus. Il voulait les cheveux courts et il voulait plus du tout être habillé avec des robes. Donc, moi, ça me gênait pas. Ça me gênait pas parce que j'ai été garçon manqué, mais très garçon manqué. C'est pareil, j'étais une famille de 3 enfants, de 3 filles. J'étais la 3e. Et finalement, j'étais le garçon de mon père pendant toute mon enfance. Jusqu'à ce que j'ai la poitrine qui pousse, malheureusement. Et pour moi, ça me convenait très bien parce que tout le monde me prenait pour un garçon. Dans les magasins, à la piscine. Je faisais beaucoup de natation. Donc j'étais très musclée, avec les épaules bien carrées. Donc les filles me prenaient pour un garçon et j'étais ravie, quoi. Même dans ma toute petite enfance, j'avais même demandé à ce que je sois appelée Philippe. Et je me souviens que dans le quartier, tout le monde m'appelait Philippe et j'étais ravie. Pourquoi Philippe? Je sais pas trop. C'était comme ça, un prénom que j'aimais bien, certainement. Donc le fait que Liève soit garçon manqué, non, ça ne me posait pas de problème parce que je me dis, il changera à l'adolescence. Voilà. Et puis, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ça a été très très difficile. Comme moi, ça a été très difficile le jour où j'ai ma poitrine qui a poussé. J'étais en CM2 et où mon père m'a dit, ah, Patricia, il serait peut-être temps de mettre un haut de maillot de bain. Et là, ça a été très dur parce que je me suis rendu compte que c'était fini, que la belle vie de garçon était finie et que la vie de fille commençait. Et surtout, ça a été le début des règles. Alors le début des règles, en ce temps-là, c'était tabou encore. On n'en parlait pas beaucoup. Mes 2 sœurs aînées étaient au courant. Et moi, on m'a laissé dans l'ignorance jusqu'à 1 an avant que je les ai. Je devais avoir 12 ans. Et quand ils m'ont expliqué ça, j'ai dit, c'est bon, on l'a qu'une fois, ça. Et puis quand ils m'ont dit, non, c'est chaque mois. J'ai dit, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai dit, comment je vais faire pour aller à la piscine? Parce qu'à ce moment-là, on parlait pas de... Enfin, on parlait pas de tampons, parce que ma soeur me dit, tiens, il y a ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce machin? Eh ben, on y met là, là, là. Je dis, ah. Je
me souviens. J'ai dit, pas question. Il n'en est pas question. Non, non, j'en ai marre. Je vais être je veux rester comme j'ai. Qu'est-ce que c'est que cette merde de règles? Enfin bref, je l'ai très très mal pris. Très très mal pris. Mm. Et après, j'ai eu l'impression que c'était la fin de mon enfance. Voilà, la fin de mon enfance et le début de... j'acceptais d'être fille quand même. J'acceptais, mais non, j'ai eu quand même beaucoup de mal. Le fait de devoir dire adieu à mon enfance de garçon que j'avais super aimé. En plus, j'avais une copine qui était encore plus garçon manqué que moi. Qu'est-ce qu'on en a fait des bêtises ensemble. Et on a fait à ce moment-là, on était à la campagne, donc on était dans les rivières, on a fait des cabanes dans les arbres, bref, des vrais garçons manqués. Je piquais les marteaux et les clous de mon père. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai super aimé. Et après, ouais, le collège, ça a plutôt été une vie de fille. Et puis, mais par contre, j'ai accepté. Avec toutes les contraintes qu'on connaît. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, de toute façon, j'étais plutôt introvertie, j'étais très solitaire. Toujours, j'ai toujours été très solitaire, très peu d'amis. Pourquoi, je sais pas. J'allais difficilement vers les autres, donc Liève, ça m'a pas surpris, quoi. Tu trouvais qu'il te ressemblait? Oui, sur certains points, oui. Oui, oui, le fait d'être timide, comme moi. J'étais très, très timide. Moi, c'est le travail. Quand j'ai commencé à travailler au milieu hospitalier avec des collègues, pas toujours gentilles, c'était même mauvaises, qui vous faisaient marner et finalement, il a fallu apprendre le travail professionnel. Mais ça m'a quand même permis d'enlever un peu cette timidité qui était là. C'est vrai qu'on peut dire quand même qu'elles m'ont bien aidé à... Bon, ça n'a pas été facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça n'a pas été facile, il a fallu quand même plusieurs années. Hein. Il y avait encore des choses, il y a plein de choses, je n'osais jamais dire non. Je disais toujours oui. Quand j'ai commencé à dire non, j'avais bien une trentaine d'années. Hein. Pas simple. Hein. Maintenant, je dis plus non, maintenant je dis merde. Mais parce que c'est l'âge qui est là et on a plus peur des autres. Et petite, est-ce qu'on te laissait l'opportunité de dire non? Bah non, 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 pas du tout. En ce temps-là, il fallait faire comme on demandait, porter les vêtements qu'on te donnait. On avait les vêtements des autres. Quoique pas trop moi, parce que comme j'étais la plus costaud de la famille, j'avais encore des vêtements à part. Ben, c'était des vêtements qu'on leur avait donnés. Donc, non, c'est rien à voir avec maintenant, c'est sûr. Et puis il y a toujours l'esprit d'économie. Hein. Moi, j'ai toujours eu cet esprit d'économie comme ma mère. Et je l'ai toujours eu avec mes enfants quand même, puisque je sais que mes enfants m'ont reproché de pas les avoir habillés comme ils auraient voulu, peut-être trop en vêtements de garçon. Parce que Liève avait des vêtements de garçon, mais des fois je les donnais à Marine. Et Marine aurait voulu être un peu plus féminine. C'est peut-être le tort que j'ai eu, mais je m'en rendais pas compte. Des fois, elle m'en veut. Pour du coup le cas de Marine, surtout que elle était vraiment très féminine pour le coup, c'était vraiment ça, c'était une femme voilà en pur dur. Mais ce qui nous a surtout fait souffrir en fait, et on en avait parlé, mais c'était le fait de s'habiller à la Croix-Rouge et de faire des choses de récupération. Alors qu'au collège, tout ça, on sait tous que la marque c'est quand même très important, blablabla. Et voilà, c'était juste ça, une parenthèse. Voilà. C'est vrai que des fois, de temps en temps, j'allais à la Croix-Rouge. Je donnais, mais je prenais aussi, de temps en temps. Donc, effectivement, des fois, c'était pas... Bon, il y avait des choses qui étaient jolies, mais pas toujours, quoi. De toute façon. Après, comme je dis, hein, ce qui est fait est fait. Et... T'as fait ce qui te semblait juste à ce moment-là, en tout cas. Bah oui, oui, c'est sûr. Donc, du coup, tu as cette petite fille qui est un garçon manqué, qui te ressemble un petit peu, qui grandit, et et en tout cas, tu te dis que ça va passer à l'adolescence. Oui, Et à l'adolescence, ça passe pas. oui.
À l'adolescence, ça passe pas. C'est un enfant très introverti qui dessine beaucoup, que j'entends pas de la journée. Je me suis jamais, je me suis jamais inquiétée quand même. J'ai dit bon ben, faudrait aussi que à ce moment-là, je travaillais d'après-midi. Je faisais que des après-midi pendant quoi 13 ans, non 8 ans. Pendant 8 ans, je faisais que des après-midi. Ça me permettait le matin de les emmener à l'école. Enfin, pas Lièvre parce qu'il était assez grand, mais les deux autres. Et ce qui fait que je finissais à 21 heures quoi. Donc le soir, j'étais pas là pour le repas. J'étais pas là pour le repas, j'étais pas là pour quand ils allaient se coucher. Et pendant des années, j'ai ignoré que leur père les battait. Je savais pas. Je savais pas du tout que mon mari les battait. Pour nous, en fait, c'était tellement ancré dans notre quotidien de se faire gifler, c'est-à-dire qu'il venait du salon, on entendait la chaise claquer, et c'était le premier truc qui passait, donc c'était la chaussure de sécurité, c'était une ceinture, c'était la première chose. Il y avait le fameux martinet que je pense que tout le monde a eu à un moment. Oui, mais voilà, mais non, mais disons qu'en fait c'était tellement ancré en nous, comme un endoctrinement, tu vois, que du coup on n'en parlait pas parce que pour nous c'était tellement évident. On avait des coups, et puis bien sûr que des fois maman s'est interposée pour éviter qu'il nous tape, mais disons qu'elle pensait pas, de mon point de vue, après je sais pas ce qu'elle dira, elle pensait pas que c'était à cette intensité-là en fait. Et puis de toute façon on avait des marques sur le corps. Ouais, tu fais pas gaffe, voilà, on jouait dehors et tout, c'est vrai que de la part d'une maman qui travaille beaucoup, tu fais pas toujours gaffe, t'as envie de te détendre, voilà. Enfin, bref. Oui, j'ai rien vu. Voilà, je peux pas dire autrement et c'est pour ça qu'après, quand ils m'en ont parlé, beaucoup d'années après, je suis tombée des nues. Tu m'en as parlé quand? Alors en fait, à un moment, Marine, vers son adolescence, ça a été une enfant un peu difficile, un peu virulente vis-à-vis de mon père, et il se battait souvent, en fait, physiquement. Et le truc, c'est qu'à un moment, elle a confié à maman que papa nous avait beaucoup tapé dessus, et d'après Marine, et ben maman aurait juste dit bah tu veux décrédibiliser ton père, tu veux absolument, enfin en gros le salir. Et voilà, je pense que maman elle a pas cru, et c'est vrai que moi j'en ai parlé énormément à 24 ans en fait. Voilà, donc c'est tout récent, hein, je vais en avoir 25. Et du coup, là, oui, elle s'est rendue compte que ce que Marine lui avait dit, l'alerte qu'elle avait tirée, en fait, elle avait été muette, et que du coup, moi, je suis venu renforcer tout ça, et je suis venu rajouter des détails, et elle a pas arrêté d'en apprendre, donc c'est vrai que de la part d'une mère, c'est chaud, quoi. Ouais, c'était très difficile. J'en ai parlé à mon mari qui minimise les choses. Mais des fois, de temps en temps, on en reparle, bien sûr. Ben, à ce moment-là, on s'engueule par rapport à ça. Parce qu'il veut. Il dit bah maintenant il faut que les enfants pardonnent. Je dis non, 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 je crois pas que les enfants vont te pardonner. Et moi encore moins. Par rapport à tout ce que tu m'as caché, quoi. Après, est-ce que j'étais naïve? Oui, je sais pas. Je sais pas du tout à ce moment-là comment j'étais. Est-ce que j'étais trop pris dans le travail, fatiguée? Est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout. Après, c'est pas toi hein, qui les frappés, inverse pas les Oui, rôles. Hein. d'accord, mais je suis là pour les défendre. Une maman doit défendre ses enfants. Ça fait partie. Bah, elle peut les défendre, mais quand elle sait, toi tu savais pas. Je comprends pas que j'étais aveugle. C'est ça. Je sais pas, je comprends pas. Non, parce qu'il y avait des soirs où elle rentrait et où il y avait des montagnes de jouets brisés au milieu du couloir, quand même. Ce genre de signe. Et puis on pleurait, on se cachait, on avait envie d'être avec elle, sauf qu'elle était fatiguée, elle avait envie de lire, et du coup, nous, on se cachait dans nos chambres, et puis c'était comme ça, tu vois, c'était ce genre de signe. Quand tu vas avec le recul, ça te semble tellement évident. Mais sur le coup, bah c'est vrai qu'elle y a pas cru, et puis voilà. Bah c'est chaud de la part de l'homme qu'on aime, quoi, comme je t'ai dit. C'est ça. Après, oui, j'avais sa version à lui. En disant ben, que les gosses, ils ont fait trop de bruit et que qu'il en avait marre et que il a, enfin, oui, il a cassé des poussettes. Il a cassé pas mal de choses. Ou des fois, directement, il allait les jeter à la poubelle. Directement, comme ça, je voyais rien, quoi. Et puis, après, Marine, elle disait, papa, il a descendu la poussette ou il a cassé ça et ça et ça. Mais moi, c'est l'intensité, c'est vrai. Liève a raison.
Je pense que je n'imaginais pas, parce que des fois il y a une petite correction. Bon, ils ont été méchants, enfin méchants, pénibles et tout ça. Oui, tu tapes une petite fessée, un truc comme ça, mais je pensais pas que c'était si violent. C'est sûr que là, à ce moment-là, j'aurais pas. Si j'avais su, je sais pas ce que j'aurais fait, hein, mais je pense que ça aurait pas continué de cette façon-là. Ça, c'est sûr. Donc Liev est adolescent, son côté garçon manqué ne lui passe pas. Oui. Qu'est-ce que tu te dis, toi? C'est difficile à dire, c'est difficile à répondre parce que d'une manière ou d'une autre, il sera obligé de l'accepter comme les autres filles. De toute façon, il est formé, il est formé. Bon, le fait qu'il porte toujours des shorts, des pantalons, ça gêne pas au niveau de l'adolescence. Il a ses règles, voilà. Et c'est vrai que je me rendais pas compte non plus que les règles pouvaient être si dévastateurs pour lui. Parce qu'après on est toujours en train de faire, on est toujours en train de regarder soi-même. Donc moi j'avais des règles qui étaient pas douloureuses, pas plus que ça. Et quand Liev me disait qu'il avait des règles qui lui enlevaient toutes ses forces, je comprenais pas. Je comprenais pas. Et c'est depuis peu finalement qu'il a compris que ce syndrome dysphorique prémenstruel existait. Et ça, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai appris une chose déjà. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il était plus aussi sportif qu'avant. Il était toujours fatigué. Donc ça, j'avais du mal à le comprendre. Par contre, bon, ses notes allaient très bien, ça c'est sûr. Mais j'étais un peu déçue parce que c'est vrai que Liev voulait aller à l'armée. Il aurait fallu qu'il soit plus sportif que ça. Mais je ne savais pas que c'était les règles qui le fatiguaient à ce point-là, quoi. Moi, j'aimerais bien connaître la relation avec papa. Comment tu lui as annoncé la chose? Parce qu'en fait, moi, j'étais pas là, je crois. Et je crois que c'est même toi qui l'as annoncé à tante et machin, tandis que moi, je faisais ma vie dans le jardin. Et du coup, je voulais savoir un peu leur réaction et un peu toi, ton entourage, tes collègues de boulot, comment ils ont réagi. Et puis toi aussi? Oui, oui, oui. Déjà, dans les premiers temps, lorsque tu me l'as annoncé, d'ailleurs, tu l'as dit. Effectivement, j'ai pas été surprise plus que ça. Je pense que là où j'étais quand même surprise, c'est le fait que tu veuilles vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais pas du tout, et j'avais peur. J'avais peur de l'engagement que ça allait nous apporter, qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était un milieu vraiment inconnu et je me sentais vraiment engourdie en disant va falloir se renseigner. Et c'est pour ça que quand Liev me l'a dit à 15 ans, j'ai pas voulu me précipiter tout de suite. J'ai dit écoute, ça serait bien qu'on attende un peu. Et c'est dans l'année de ses 16 ans qu'on a décidé d'aller voir le psychiatre, qui n'exerce plus actuellement. C'était le psychiatre pour les enfants. Et finalement, c'est lui qui s'est renseigné sur le médecin qu'il fallait voir et dans quel hôpital il fallait aller. Moi, de ce côté-là, j'ai laissé faire Liev quand il y allait. Et puis j'ai dit, écoute, tu me donnes les infos et après on va se renseigner sur ce qu'il faut faire exactement. Donc j'étais pas sur le coup, oui, j'étais surprise, c'est sûr, mais j'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai tout de suite été complice. J'ai dit il faut que je l'aide. Il est pas bien dans son corps. C'est un mec dans un corps de femme et il faut que ça change. Voilà, donc après j'ai pensé un peu à toute l'enfance qu'il a eue et je me suis dit finalement. Ça fait des années qu'il est dans un mal-être. Et c'est pareil, je m'en suis pas rendu compte non plus. Si maintenant il est dans le dessin, c'est certainement une compensation.
Donc pour tout ça, j'ai dit allez, il faut que j'aide mon enfant. Je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il va être encore plus mal. Puis de toute façon, c'était pas du tout mon intention, hein. Toujours moi avec mes souvenirs de garçon. Donc non, j'étais prête à aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait, justement. Mais je savais pas où est-ce qu'on s'engageait. Franchement, j'avais comme la trouille. Et quand il m'a dit que c'était à Lyon Sud, j'ai poussé un... J'ai dit, purée, il va falloir aller jusque là-bas. Moi, j'aurais préféré rester jusqu'à peut-être Grenoble ou peut-être Chambéry, mais pas Lyon, quoi. Et en plus, je suis pas du tout une téméraire de la voiture, de la conduite. Je suis plutôt nulle. Alors j'ai dit, bah écoute, comme tu fais la conduite accompagnée, c'est toi qui iras à Lyon et moi je serai à côté. Ce qui permet aussi de le responsabiliser, hein, c'est cool, hein. Oui. Mais ça me soulageait quelque part qu'il soit en conduite accompagnée parce que j'ai dit au moins j'ai pas besoin de m'enquiquiner sur les autoroutes, sur les embranchements, sur à droite, à gauche. Ah non, c'était horrible. Donc c'est vrai que le premier rendez-vous chez docteur Morel. Ton mari, sa gamine, du coup à l'époque, va à l'hôpital, tu l'emmènes à l'hôpital à Lyon, il te demande pas pourquoi? Non. D'accord. Non, mais j'ai un mari qui est pas demandeur, hein. Je lui ai dit, je l'en ai informé. Non mais là l'hôpital ça a quand même un rapport avec la santé et tout, il pourrait s'inquiéter quand même un peu. Non. Non. J'ai pas trouvé important de l'en informer parce que de toute façon, pour moi, ça ne le concernait pas. D'accord. Voilà. C'est entre son fils et moi, ça ne le concerne pas lui. Et puis de toute façon, le connaissant son caractère, je sais très bien sa réaction parce qu'il est très conservateur, très conservateur. Sa fille, c'est sa fille, un point c'est tout, on n'en parle pas et on n'a pas besoin c'est un Italien, hein, donc c'est pas la peine de parler de ce genre de choses, ça on n'en parle pas, c'est tabou, voilà. Donc je lui en ai pas parlé, il n'a pas demandé plus que ça, hein, pour savoir où on partait. On partait à Lyon, voilà. Bon. Après, non, il est pas curieux. J'en ai parlé bien après. Donc vous partez à Lyon, vous trouvez du premier coup, grâce aux captures d'écran de Google Maps. C'est ça. C'était un peu plus difficile au retour, parce que il y avait plus la carte était d'une façon différente, mais on s'en est quand même sorti. Qu'est-ce qui se dit à cette consultation du coup? Consultation de... Oui, disons qu'on a vu le fameux chirurgien, mais c'est vrai que moi, quelque part, il nous a parlé des différentes façons, des différentes opérations. Mais je pourrais pas dire les détails parce que franchement, je m'en souviens pas. Ça paraissait quand même assez ardu, quand même. Je pense que là où j'ai eu le plus peur, c'est quand il a dit que si on voulait faire partie du Grétis, il y avait plein de rendez-vous à respecter et je me suis dit on va jamais y arriver. Voilà, ça a été c'était trop long. Pour moi c'était long parce qu'en plus les rendez-vous c'était pas nous qui les prenions, c'était la secrétaire. Donc elle nous disait quand il y avait de la place. Donc à chaque fois on avait un rendez-vous avec le psychiatre et normalement après ou avant, ça dépendait. Enfin, il essayait de faire les 2 rendez-vous dans la même journée et un rendez-vous chez la psychologue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait que Liève, il n'allait pas à l'école. Hein, voilà, donc c'était carrément une journée perdue. Et moi, il fallait que je fasse en sorte également d'avoir une journée à moi. Parce que un aller-retour, ça prenait la journée. Il n'y a rien à faire. C'était soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, mais de toute façon, c'était fichu. Donc, ça a duré 2 ans. 2 ans où elle nous a collé les rendez-vous comme on a pu. Elle faisait comme elle pouvait, parce qu'il y avait énormément de demandes.
Nous, on aurait aimé que ça dure, enfin, ça soit plus court, mais c'était pas possible apparemment. Donc c'est pour ça que 2 ans pour nous, ça nous a semblé, mais bout du monde, quoi. Franchement, il y a juste à la fin où les rendez-vous ont été beaucoup plus près les uns des autres, ce qui fait qu'on a pu enfin finir les 2 ans, parce que je suis sûre qu'autrement, ça aurait encore duré 1 an de plus. Hein. Je ne sais pas. Bref, de toute façon, Lièvre, il arrivait sur ses 19 ans. À l'année de ses 19 ans, bah, c'est là qu'on lui a dit qu'on le refusait en hormonothérapie. Alors là, pendant 1 an, mais ça a été la catastrophe. Il est revenu en pleurs de Lyon. Et moi, quand je l'ai vu arriver tout larmoyant comme ça, je savais pas quoi dire. J'étais déçue. J'étais comme lui. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils ont... Enfin, je comprenais pas. Comment ça se fait qu'ils ont dit non. Après, j'ai traité tous les noms. J'ai dit, voilà, ça va être encore une galère pendant 1 an. Et je souffrais comme lui, quoi. De toute façon, toutes les étapes qu'on a pu passer, c'était ou des joies ou des souffrances, voilà. Parce que je voyais quand il était pas bien. Je souffrais, pareillement. Par contre, une période quand il a commencé à s'alcooliser, c'est pareil, j'ai rien vu. Non, il s'est alcoolisé à partir de 16 ans. Donc je ne savais pas parce qu'à 16 ans il était à la maison. Mais c'était surtout des soirées avec des potes. C'est surtout ça, non? Et puis il avait beaucoup maigri, énormément maigri. Et la fois où il est venu me voir à la maison, parce que ça faisait quand même un moment, j'ai pris peur. Il avait maigri énormément. Lui qui se portait bien, ben il était squelettique. Et là j'ai pris peur. Ouais, mais c'est vrai qu'après, quand il est parti sur Lyon, moi je pensais vraiment que ça allait lui plaire ce bac pro prothésiste dentaire. Donc c'est vrai que on a trouvé un appartement à Oulin, mais c'était très difficile de trouver un appartement parce que on était loin. Et chaque fois, on a eu des adresses. Le problème, c'est que chaque fois qu'on devait aller les visiter, ils étaient déjà pris. Et c'est combien de fois c'est arrivé où carrément on m'a téléphoné dans le train. J'allais voir un appartement, on m'a téléphoné dans le train pour me dire bah non, il est pris, tout ça. Alors jusqu'au moment où on était dans le train avec le mari, on est allé en visiter 2 et 3 directement. On est allé dans les agences immobilières, on a demandé à aller le visiter, donc ils nous ont donné les clés, hein, pas de problème, ils nous ont dit où c'était, tout. Puis finalement, on a fait le choix sur un appartement qui était anciennement l'ancienne gendarmerie, non? Et quand il m'a dit à la fin de la première année que finalement prothèse dentaire ça ne l'intéressait absolument pas, je me suis sentie vraiment démunie. J'ai dit mais tu veux faire quoi? Parce que Parcoursup était déjà passé depuis longtemps. Donc on était au mois de mai, hein, on était au mois de mai, donc on savait pas du tout où l'orienter. Et c'est après coup, c'est qui a pensé à l'agent de sécurité? C'est toi ou c'est moi? Ouais, c'est lui. Donc on a essayé de voir un peu, parce qu'il voulait absolument rester sur Lyon. Et puis moi, franchement, je le voyais pas revenir à la maison. J'ai dit, avec le mari que j'avais, c'était pas la peine. Comment ça se passe l'annonce, la découverte avec ton mari? Tu lui dis pas, il le voit. Alors, quelqu'un d'autre lui dit, comment ça se passe? Je lui ai dit, quand Lièvre avait entre 17 et 18 ans, qu'on continuait à faire ces fameux rendez-vous, voilà, sur Lyon, et je lui ai expliqué, grosso modo, et il a dit, bien entendu, tel que je le connaissais, tout de suite il est monté sur ses grands chevaux en disant mais moi de toute façon Delphine sera toujours Delphine, ça sera toujours ma fille, il aura beau mettre ce qu'il veut, de toute façon je l'appellerai toujours par son prénom. Et puis après je lui ai dit mais tu sais, hein, quand ta fille deviendra un mec avec une barbe
avec des poils et avec une voix rauque ou grave, tu verras, tu l'appelleras plus Delphine. Hein. Tu dis c'est terminé, tu l'appelleras par son autre prénom. Il disait moi de toute façon ça c'est que des caprices. Tu verras, il va changer. Là pour l'instant vous allez à Lyon, c'est du n'importe quoi, vous perdez votre temps. Vous verrez, de toute façon il changera d'avis, c'est que des bêtises. Voilà. Il m'a toujours dit c'est que des bêtises. Donc j'ai dit ben on verra bien. Et puis nous on a continué notre bonhomme de chemin tous les deux. J'en ai parlé aussi à... C'est qui? C'est moi qui en ai parlé ou c'est toi? Bah, Marie. En fait, l'annonce au niveau des tentes et tout, c'était un espèce de repas de famille, comme on en fait très peu en fait. Et genre banquet où t'as, on va dire une quinzaine de personnes, quelque chose, des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et littéralement en fait, j'allais pour aller aux chiottes. Et je lui dis, enfin maman me demande, bah tu veux leur dire ou pas? Je lui fais, bah non vas-y, fais-le, je m'en fous en fait. J'en avais tellement rien à foutre de leur réaction en fait que du coup elle l'a fait. J'ai pas eu de retour. Mis à part de ma cousine, peut-être des jours plus tard, tu vois. Elle fait ah bah je le savais déjà de par tes vidéos de toute façon parce que je dis tout dans mes vidéos, les gens savent pour mes goûts sexuels, ils savent énormément de choses sur moi. Enfin on regarde toutes mes vidéos, on commence à me connaître, quoi, on me saisit. Et du coup, mis à part ça, j'ai eu aucune réaction. De toute façon, s'ils avaient des réactions négatives, bah je les ai pas senties sur mon corps et donc bah je m'en fiche. même au niveau de ses cousins. Au niveau de ses cousins, ils ont dit bon bah c'est pareil. Je crois qu'ils t'ont bien suivi aussi sur Facebook ou voilà sur ces vidéos et ils n'ont pas été surpris du tout. Les cousins ont dit bah c'est bien, au lieu d'avoir une cousine, on aura un cousin. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Tout ce qu'il y avait, c'était au niveau du mari, mais ça de toute façon, il fallait lui laisser le temps. C'est tout. Et au niveau de ses sœurs? Non, Marine l'a plutôt pris bien. Hein. Il n'y a pas eu de problème. Après, Solène, elle, c'est vrai qu'elle n'a pas tellement eu pas beaucoup de rapport avec ses frères et sœurs. Elle s'en fiche. D'accord. Ah ouais. Elle s'en fiche. Elle m'a dit, mais il fait comme il veut. Je m'en fiche, ma foi. Elle, Solène a toujours été un peu une fille, je dirais pas fille unique, mais étant donné, oui, elle a toujours été à part. Enfin, on va dire qu'elle n'a pas été élevée pareillement à nous en fait. C'est-à-dire comme elle a eu beaucoup d'écart, qu'elle a eu des technologies un peu plus avancées que nous, et que nous on lui reprochait des désordres psychologiques, notamment des TOC qu'elle a eu. Je pense que c'était une conséquence des ce qu'on vivait à la maison. Voilà, moi c'est ma théorie, je suis pas psychologue. Et du coup en fait on lui en a énormément voulu, elle le sait, je lui ai dit. Parce que justement on n'a pas pu partir en vacances parce qu'elle nous faisait des crises tous les 4 matins et que c'était devenu invivable en fait. Et du coup Solène s'est réfugiée dans les jeux vidéo, moi j'étais réfugié dans ma BD et Marine elle s'est littéralement réfugiée dehors. Mais c'est vrai on n'a jamais eu de, avec Solène, c'est vrai qu'elle a jamais jugé. Hein. On lui apportait les choses. L'avantage avec ce gosse, c'est qu'on lui dit les choses, elle les comprend. Avec tout ce que tu me dis, qui c'est qui te soutient dans ces moments-là? Dans ces moments qui sont compliqués avec Liève? J'ai une copine. J'ai une copine. Je dirais les collègues de boulot et Nathalie quoi. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai une copine qui habite à Paris, D'accord. que j'ai connue quand ses enfants étaient sur Aix-les-Bains. Maintenant, après, elle est partie sur Paris, mais on est restés très très bonnes amies. Et c'est avec elle. Il y a avec elle, et puis aussi les collègues. Beaucoup les collègues de travail. Ça fait du bien d'en parler de temps en temps. Bon, ils le savent tous, hein, de toute façon, et même des fois, ils me demandent des renseignements. Non, ils me jugent pas hein, du tout. Hein. C'est l'avantage hein, de l'équipe avec laquelle je travaille. J'ai la chance de travailler avec une sacrée équipe qui nous aide énormément.
Après, j'ai ma mère qui a accepté. Elle n'était pas compliquée, hein. Ma mère, elle m'a dit, bon bah, oui, pourquoi pas. Elle a quand même bientôt 90 ans, mais non, ça l'a pas affecté plus Elle que est ça. trop bien ta grand-mère, putain. Elle est amusante, oui, oui. Et mes sœurs, c'est pareil. Bah, en fait, la grand-mère, ça a été marrant parce que ça faisait des années qu'on s'était pas vu. À un moment, je suis passé pour un stage justement pour votre Daybus, pour travailler dans sa ville et tout. Elle m'a vu, j'avais la barbe et tout. La dernière fois qu'elle m'avait vu, bah, j'étais une femme, quoi, tu vois. Elle était en mode, ok, Balek, vas-y, dors dans le canapé. Tu vois ça. C'est vrai, pas plus que ça. C'est vrai que ma mère l'a bien accepté. Non, non, ma mère a toujours accepté nos différences. Tu te rends pas compte le nombre de témoignages que j'ai pu lire de trans quand ils ont annoncé à leurs parents les réactions diverses et variées qu'il y a eu. Toi à côté, on va dire que t'es médaille d'or sortie de diamant, on va dire. Ouais, je pense. À ce point-là, hein, je te jure. Et pourtant, il y a quand même des choses que j'ai pas vues. Mais je pense que j'ai toujours voulu le bien de mes enfants. Des fois, j'ai été un peu, peut-être dans ma vie, j'ai été un petit peu, oui. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues. Je pense que j'ai fait au mieux. Et euh, et j'ai vrai que il y a encore pas mal de choses où je culpabilise, mais bon, je pense qu'il faut pas que je vive non plus dans la culpabilité parce qu'autrement, je vais devenir folle, hein. De mon point de vue, il y a quand même une part de responsabilité parce que les parents, t'es deux quand même, tu vois. À un moment, après moi je suis pas parent, je peux pas dire. Mais c'est vrai que voilà, elle a pas vu, mais le temps qui lui reste, elle peut le consacrer à reconstruire quelque chose. Et ça, c'est une forme de rédemption. Et en tout cas, enfin nous, que ça soit Marine et Solène, parce que j'en ai parlé genre tout à l'heure avec Solène, euh, on n'a rien à te pardonner, hein. Pour nous, tu as fait au mieux, au maximum. Et même si t'as pas vu certaines choses, eh ben, on t'en veut pas parce qu'on sait que t'as fait tout ce que tu pouvais, que ça n'a pas été parfait tout le temps, mais qu'on t'aime pour ce que t'as fait et que ça c'est immuable. Mais en même temps, faut reconnaître aussi que j'ai beaucoup aidé Liève pour tout ce qui était son changement de prénom, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. C'est vrai que le changement de prénom, eh bien, ça a demandé quand même beaucoup de témoignages de personnes qui devaient, de la famille ou des amis, qui devaient écrire un texte sur lequel ils connaissaient Liève en tant que garçon et qui acceptaient d'être appelé Liève justement. Donc moi de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de ma famille et Liève surtout au niveau de ses amis. Après, on a fait, on a tout envoyé à la mairie de Oula à ce moment-là, et ça a été très rapide. Ça a été très rapide. C'était la même année que que ta mastectomie. Ah, c'était en 2017. 2017. Donc ça a été très rapide et après il a fallu faire les changements au niveau de la banque, de la sécurité sociale. Ça a été très long parce que ça a duré 3 mois. Et c'était moi qui m'en chargeais. Parce que moi j'avais la messagerie et chaque fois qu'il répondait, je réattaquais. Jusqu'à ce qu'il me change le prénom. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui était suffisamment... sur quelqu'un qui était capable de le faire. Parce que ça passe par des services et d'autres services. Donc après, on est enfin tombé sur quelqu'un qui a dit, ça y est, votre prénom a été changé, il faut m'envoyer votre carte vitale pour un échange et tout ça. Donc ça a été long. Les impôts, ça a été pareil. Ça a été donc c'est vrai que c'est moi qui me s'occupais des papiers. Parce que j'avais plus le temps, tout simplement. Et puis l'énergie à mettre dedans, quoi. Oui, l'énergie à mettre dedans. Et puis moi, puis moi, du côté des papiers, je suis très tac, tac, tac. Donc j'arrivais à... Ça me posait pas de problème, quoi. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à ton fils? Hmm. Si j'étais pas là.
Est-ce que tu veux qu'on le fasse sortir? Non, bah je dirais que justement que je suis très fière de lui. Très fière d'avoir contribué, voilà, à son changement. Alors c'est vrai qu'au niveau des termes juridiques, il parle de processus de réassignation sexuelle. C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et finalement, ça a duré quand même 8 ans. Tant que ça. 8 ans. Puisque tu as commencé, t'en avais 17 jusqu'à 25 ans. Donc ça a duré 8 ans. 8 ans de tractation, des 8 ans, on a commencé il y a 8 ans. Bah, c'est vrai que comme on est passé de but en but, tu sais, des petits espoirs en petits espoirs, c'est vrai que tu vois pas les années passer, c'est vrai que 8 ans, ouais, ça fait balèze, quoi, je trouve. Mais maintenant, tout est accéléré, hein. Maintenant, les hormones avec les associations, tu peux les avoir en 3-4 mois, enfin, tu connais, quoi. Et je trouve que c'est tellement mieux, enfin, tu fais moins souffrir les gamins. Et il y en a, ils sont contre l'idée du fait, oui, il faut qu'ils passent leur adolescence avant de transitionner. Mais bien sûr que non. Il faut que tu les fasses transitionner avant, parce que l'adolescence c'est le pire moment, quoi. Au contraire, si le gamin il le sent comme ça, et puis même s'il prend uniquement les hormones c'est réversible. Y a pas de souci, laisse-lui ses hormones. Si à la limite, pour ceux qui sont dans mon cas au niveau des seins, il existe des binders, bon c'est pas confortable, ça fait mal au dos et tout, mais c'est mieux que rien. Et puis tu peux y faire reconnaître au sein du lycée, du collège, de ce que tu veux et tout, en attendant de pouvoir passer sur le billard. Mais t'as le temps de réfléchir quand même, et t'as le temps d'aider le gamin, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent en silence, et ce serait con qu'il y en a qui se foutent en l'air alors qu'ils ont tous une vie devant eux, quoi. Je crois que il y avait le tableau. Le tableau c'était marqué enfants transgenres qui étaient pas soutenus par leurs parents, c'était 57% de suicide. Et enfants soutenus par leurs parents, c'était 3% de suicide. C'est vrai, ça n'a pas toujours été. Disons qu'il y a une période, par exemple, lorsque tu as commencé à avoir tes hormones, donc c'était en 2015, et que le fait de faire la mastectomie, il a fallu attendre 2 ans. 2 ans parce que la mastectomie, il faut payer. La mastectomie, c'est pas comme le reste. En fait, comme j'ai dit précédemment, en fait, on n'est pas passé par la clinique, enfin par l'hôpital. On est passé par, comme je t'ai dit, un mec qui fait pas des opérations, mais qui fait de l'art. Donc c'était du privé en fait. Et du coup, il fallait débourser une somme. Et comme on avait une justification comme quoi c'était à réassignation, machin mon cul. Et bah du coup, la Sécu, elle a fait, ah bah on va vous rembourser une partie, 300 balles sur 3500. Merci. Mais enfin voilà, c'était une blague quoi le truc. Ouais. Et du coup, il s'est retrouvé pendant 2 ans avec de la poitrine et de la barbe. C'est ça. La situation la plus inconfortable du monde. Disons qu'à un moment, par exemple fin 2016, il avait son papier où il pouvait justement faire cette mastectomie. Finalement, les rendez-vous étaient pas trop longs non plus, mais il fallait avoir l'argent. Donc je lui ai dit, écoute, là l'hiver ça va parce que tu as des vestes, donc on voit pas ta poitrine. Mais j'ai dit, je te vois pas en train de passer l'été 2017 encore avec une barbe et puis avoir un t-shirt avec de la poitrine. Je dis, il faut absolument que cette mastectomie tu la fasses avant. Donc j'ai dit, écoute, ça coûte, fallait à peu près 4 000 € de ta poche pour faire ça. Donc j'ai dit oui, je veux bien, mais tu te rends compte la somme que ça, il fallait tout payer quoi. Il aurait fallu que je paye tout. Bien sûr, mon mari le savait pas. Et c'est là qu'il y a un élément qui est arrivé dans ma vie. C'est-à-dire qu'à la fin de cette année-là, donc celle qui précède la mastectomie, dans mes podcasts, donc je faisais des parties fiction, tu vas me dire mais qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans? Voilà. Dans les parties fiction, je voulais finir ce truc qui s'appelait HDT, donc habitant de la toile. Et le problème, c'est que j'avais rencontré quelqu'un sur internet que je pensais correct et qui en fait était un gros branleur, et j'avais créé un gros projet avec lui, genre un film de 1 heure où il avait un énorme rôle, sauf que c'était une grosse branleuse, et du coup ça n'a pas pu se faire, au point où en fait pendant une semaine, le mec m'a invité chez lui. Ses parents n'étaient pas d'accord, il avait cours,
et ses parents ne voulaient pas que je reste à la maison. Sauf qu'on était en décembre, à Paris. Voilà, donc moi paumé à Paris, et dans le froid, donc du coup j'ai été, on va dire SDF un peu, bon je pouvais aller dormir chez lui, tu vois, mais lors d'une soirée, je rencontre un gars, type un peu viking, grosse barbe, qui répond au doux nom de Thomas. Et le gars flash entre guillemets un peu sur moi. Bon, moi je l'ai pas senti tout de suite, mais bon voilà. Et j'avais juste beaucoup de colère en moi à ce moment-là, et j'avais envie un peu de me battre avec lui. Mais c'est pas méchamment, juste jouer comme des chats, jouer ensemble. Et du coup, on a commencé à le faire dans le bar, mais il y avait de la place, hein, on a fait mal à personne. Et le mec nous dit gentiment, bah écoutez, allez le faire au milieu de la rue, il y a personne qui passe, voilà. Enfin bref, on fait ça, et on s'est littéralement bastonné toute la night. Et fin de semaine et tout, le branleur, il me dit oh tu viens dormir le week-end. Je fais bah non nique-toi, je vais dormir chez Thomas. Et Thomas était le plus heureux du monde et tout machin. Et bref, quand il me raccompagne au train, et ben je lui parle de ce projet que je veux absolument finir et qui date depuis 5 ans déjà. Que je me traîne et tout, je lui dis voilà, mais je lui en ai parlé comme ça en sachant que ça se finirait jamais et tout machin. Et il me fait mais moi je suis hyper chaud. Il est technicien dans un grand truc universitaire et tout, je savais même pas que c'était une tête. Et il me dit on va te trouver une caméra, on va te trouver un micro et on va te faire une bête de trucs. Et le film est sorti, et il fait plus d'une heure. Et du coup, on a bossé 2 ans dessus. On a bossé 2 ans dessus. Et quand je lui ai parlé du coup bah, du fait que j'étais trans, parce que bah, il l'a su assez vite, hein, voilà, j'en ai parlé cash quoi. Et il m'a dit ah t'as besoin de 3500 boules. Ok. Il nous a filé les 3500 boules et il les a remboursés. Ensuite, c'est quoi? C'est toi? Non, il a donné 2000 boules. Et après, il a remboursé en été, l'été suivant en fait. Du coup, c'est lui qui a pu accélérer le processus. Et voilà, enfin le mec, il me connaissait depuis quelques mois à peine, et du coup, pour ça, je lui suis redevable éternellement en fait. Rien que ça. Voilà, j'ai pas su tout de suite qu'il était amoureux de moi. Après, bon, il y a eu des breaks et tout machin, mais en tout cas, moi, ce gars-là, il est toujours dans ma vie. C'est un très très bon ami et tout. Bon, des fois, on fait des galipettes, mais c'est pour le sport, comme on dit. Et c'est cool. Et du coup, bah voilà, je lui dis un gros merci encore ici, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que Thomas, c'est un ours, c'est un ours, c'est un gentil ours. Il est très très gentil et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion d'aller à Paris voir ma copine Nathalie, eh ben on a pu faire 2 années de suite, on a pu faire l'anniversaire de Lièvre avec Thomas. Donc on était tous ensemble et puis un jour avec un autre ami aussi. C'est vrai qu'on avait fait une super journée d'anniversaire et Lièvre était vraiment comblé quoi. Il était super content à ce moment-là à Paris. Bon, maintenant, ma copine, bon, elle a un peu plus les moyens parce qu'à une époque, elle n'avait pas trop les moyens. Maintenant, ça va un peu mieux financièrement et elle adore le soleil. Donc cette année, de toute façon, c'est un peu râpé. Parce que ça faisait quand même plusieurs années où j'allais à Paris, où j'ai connu Paris, où on a fait plein de choses à Paris. C'est vrai que c'est super joli, hein, mais juste en tant que touriste, hein, c'est sûr. Et là maintenant, bah écoute, là oui, ça fait la première année où on se verra pas. Parce que elle va avec ses enfants, elle va au bord de la mer et pas moi, voilà. Donc moi le soleil j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Donc c'est vrai pour Lièvre, bah écoute, moi je suis bah, cette hystérectomie, je sais pas si c'est la fin de ta transformation, si tu comptes faire autre chose après. De toute façon, il verra bien, il a le temps de réfléchir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une liste d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font... étant donné que c'est le meilleur chirurgien de ce côté-là de France, il y a même des gens de l'étranger qui viennent faire cette opération à Lyon Sud. Et il y a une liste d'attente de moins 5 ans, je crois, il me semble. 5 ans. 5 ans, ce qui est énorme, en sachant quand même que y a plusieurs opérations pour la même personne. Ça se fait pas, ça se fait sur 3 ans. C'est ça, hein, je crois. Ouais, je crois si tu veux vraiment avoir un truc fonctionnel et tout, parce qu'en fait ils te font d'abord on va dire le chibre, donc le corps. Après ils te font le gland avec tout ce qui est les voilà les sensibilités et tout machin.
donc avec les bourses, et après en fait il te réouvre ton truc pour y insérer du coup le truc, la pompe en fait pour permettre de bander en fait. Donc littéralement tu te pompes les boules pour pouvoir bander à volonté. C'est très, oui, oui, voilà, c'est ça. Je couperai, je suis pas sûre d'avoir compris. En fait, tu te malaxes les bourses pour pouvoir avoir une érection, c'est ça? Oui. Ah ouais? Oh, c'est rigolo. Et ça peut durer des heures. Oh, c'est trop Et bien. les meufs, la plupart du temps, elles sont plutôt contentes. Ouais, non, Ça dépend, faut c'est arrêter kiff. de faire croire aux garçons que plus c'est bon. Ouais, plus non, c'est non, bon, mais non, mais c'est pas vrai. plus c'est long, plus c'est bon, mais c'est juste que ça reste dur longtemps si elles ont envie que ça Ouais. reste dur longtemps, tu vois ce que je veux Mais, dire. oui, oui, d'accord. Voilà. Mais c'est rigolo. Bah oui. Le principe est génial. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est trop drôle en fait. Bah, Enfin, ça. c'est génial comme technique. Voilà. Bah justement, je pense que c'est sa technique à lui. Non, mais c'est quand même mieux tu vois, docteur. que de faire des injections au niveau du gland. Ou, enfin, tu vois, c'est quand même plus fun, quoi. D'accord. Donc voilà, donc étant donné qu'il est très très bon là-dedans, ben il est très demandé. Donc c'est pour ça que et comme c'est très long, des fois il y a plusieurs opérations pour la même personne, c'est pour ça que c'est aussi long à attendre. Donc avant c'était 3 ans, maintenant c'est 5 ans. Peut-être qu'après. C'est pour ça que, comme je disais à Lièvre, j'ai dit peut-être que ça serait bien de te mettre sur la liste d'attente. Et tu verras quand tu auras l'âge de 30 ans. Bah, après, moi, comme je t'ai dit, j'attends les évolutions encore, tu vois, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui évoluent. Maintenant, il y a une nouvelle technique avec la peau du dos, une partie de la peau du dos qui a l'air un peu moins contraignante que celle du bras ou qui est très visible en fait. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont s'améliorer, surtout au niveau de l'érection et des sensations et tout au niveau du clitoris. Peut-être faire un rallongement du clitoris ou je sais pas, faire quelque chose d'un peu mieux. Parce que c'est vrai que juste se caresser le bas de la bite pour ressentir des trucs, c'est pas ouf quoi. Oui, oui, non, c'est Enfin clair. voilà, c'est clair. il le dit lui-même. On hein. n'est pas sur quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Non, non, quoi. voilà, et tous les gens dans les reportages le disent, ils disent sexuellement c'est pas ouf. Enfin, on peut pénétrer, on a le plaisir de pénétrer la personne parce qu'elle le désire, mais c'est pas notre propre satisfaction. Voilà. Donc après, il faut être honnête là-dessus. Hein. Ça sert à rien de mentir en disant oh c'est l'extase. Non, c'est pas l'extase. C'est t'as juste de la peau autour d'un truc qui est relié à ton clitoris. Donc en gros, c'est t'accroches une ficelle à ton clito, tu l'agites, et ben voilà, ça fera les mêmes sensations. Donc c'est pas ouf. C'est clair. Donc après, chacun ses choix, chacun ses envies et ses priorités. Mais Et en ses tout cas, besoins moi, aussi en termes d'identité aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont à tout prix besoin d'avoir cette opération pour se sentir complètement homme, par exemple. chacun, je te Voilà. jure, il y a autant de trans qu'il y a d'êtres humains sur cette Tout à terre, fait. et il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir le sexe Voilà. pour être bien, tu vois. Par exemple, moi, le seul truc qui m'handicape, c'est pour faire pipi debout, par exemple. En tant que quart, tu sais, t'as besoin de te poser à un Ouais. moment, machin. Bon, moi, maintenant, j'ai les pistes debout, tu sais, Ouais, les ouais, trucs qui je existent. connais, ouais. Voilà, hop, une fois que t'as la technique, ça, c'est Ouais, vite, parce que moi, c'est j'ai vite essayé fini, 2 quoi. fois et je m'en suis foutu plein les pieds, quoi. Ouais, ouais, non, Je mais m'en faut, foutais c'est parce que partout. tu l'as pris à l'envers. Ouais, j'en sais rien. Non, je te le dis. C'était une catastrophe. j'aurais vu le Parce qu'en truc, fait, de manière putain. instinctive, on se dit que c'est dans ce sens-là, mais en fait, pas du tout. C'est dans l'autre sens. De toute façon, moi, j'ai tout le temps pissé chez les mecs, y a personne. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Moi, au collège, plusieurs fois, je me suis fait agresser dans les toilettes des filles parce que, en fait, en gros, j'étais de dos, tu vois, donc je rentrais dans les toilettes classiques avec mon petit sac à dos, les cheveux courts, et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis fait agresser par des plus grandes en disant ouais, ici, c'est les toilettes des meufs, c'était blindé, tu vois. Et en fait, quand je me retournais, bah, elle voyait que, bah voilà, j'étais une nana, tu vois, et faire bah excuse-moi et tout machin. Mais plusieurs fois c'est arrivé, et quand j'étais chez les mecs, c'était en mode ouais, c'est pas chez les filles et tout machin là. Enfin bref, Vous êtes gentil, mais je pisse où en fait? bah putain, à un c'est ça. moment, voilà, enfin niquez vos mères quoi. Et c'est vrai que il y avait eu un festoche à un moment où j'avais failli me battre avec une fille. Je suis pas violent pourtant, mais elle m'avait vraiment gonflé. Et en gros, les toilettes, les, en fait, on avait des toilettes fermées, classiques, voilà, sèches, qui étaient donc dans un cabanon, et t'avais des espèces de pissotières derrière. Sauf que moi, j'avais pas pris le pisse debout, et de toute façon, je ne pisse pas debout. Du coup, j'allais pas me mettre à l'envers sur la pissotière, qui était un vieux truc, voilà, récupéré. Et pour faire les popos, bah fallait aller dans la toilette sèche aussi, tu vois. Sauf que moi, j'avais juste envie de pisser, quoi.
Et le truc du coup c'est que je faisais la queue pour aller au truc et à un moment le mec il dit les popos en fait c'est pas dans les toilettes sèches, c'est un peu plus loin dans un autre truc. Donc bref, la file se divise et moi je reste là. Du coup littéralement j'étais une tâche, tu vois, parce que j'étais le seul qui était censé pouvoir pisser debout, donc du coup derrière les pissotières. Et je rentre là, je commence à rentrer là-dedans et t'as deux filles qui m'agrippent et tout. Ils commencent à me dire t'arrives pas à lire, c'est quoi que t'as pas compris, machin. Enfin les meufs, mais vos culs quoi. Et du coup je les regarde et je lui fais écoute y a pas tout le monde qui a un phallus donc tu fermes ta gueule et puis tu me laisses tranquille quoi. Et il y avait j'avais un ami, enfin j'ai un ami toujours. Qui lui a subi plein d'opérations, plein de trucs. Enfin le mec c'est une pièce, il est en pièces détachées le gars. Et pareil, il a chopé la meuf, il lui a fait écoute Poufias, tu vas dégager de là, le mec ultra violent quoi. Et il fait tu dégages de là, mon pote il est trans, si t'es pas ouvert d'esprit, tu fermes ta gueule quoi. Et puis voilà, mais ce genre de truc, mais faites des toilettes unisexes, enfin please quoi. Mettez au moins un agent de sécu, quelque chose pour éviter les agressions, parce que je sais qu'il peut y avoir des agressions dans ces toilettes là. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Les locaux, ce serait plus simple, vous mettez juste un agent. Voilà, au moins on est sûr que tout se passe bien. S'il y a quelqu'un qui fait un malaise, on sent que la personne elle reste trop longtemps. Enfin, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Après, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler, tu vois, parce que justement, tous les hommes n'ont pas de phallus. Et c'est important de le savoir en fait. Et toutes les femmes n'ont pas forcément leurs règles et voilà. Mais c'est hyper important d'en parler, tu vois, parce que ça évite ce genre. Ce genre de soucis, ouais, parce qu'il y en a plein on a tous des particularités, quoi. Voilà, enfin moi mon pote c'est un circuit fermé parce que il a des reins en moins, enfin des reins en plus qui fonctionnent pas, il a deux pancréas, enfin bref le mec, voilà comme je t'ai dit. Hein. Et le truc c'est que s'il est bourré genre à 11h, et il décuvra pas. Parce que comme c'est un circuit fermé qui pisse pas, et en fait il sera bourré tout le temps pareil pendant 2 jours. Économique, jusqu'à ses dialyses. Et voilà, enfin le mec il fait des dialyses tous les 2 jours, je sais même pas comment il fait pour enfin moi je me serais foutu en l'air. C'est pas une vie pour moi, tu vois. Ça serait pas. Et pourtant voilà, il essaye de kiffer au maximum et puis il fait des événements et puis voilà, c'est chouette. Mais du coup ouais, enfin essayer d'ouvrir un peu les esprits, tu vois, ça va passer par des petits podcasts, des petits machins comme ça. Mais voilà, on a eu le premier maire transgenre il y a quelques mois. Il y a des choses qui se font au fur et à mesure dans les collèges, lycées. Enfin, mais voilà, mais il faut vouloir s'y mettre quoi. Tu vois, si t'es pas attiré par ça et transgenre, tu vois, tu regardes ça, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à des gens qui dansent autour de bars dans des clubs un peu sombres. Tu penses à des travelots, tu penses à des drag queens. Voilà, tu vois, ça t'attire pas comme terme quoi, tu vois. Moi, je vois changement de sexe, déjà c'est plus attrayant. Tu vois, je vois pas comme un truc compliqué où c'est élitiste et voilà. Mais bon après, transgenre, ça fait vite médical. On a vite un côté très médical du truc aussi. Mais je sais que tu vois, par exemple, il y en a quand ma mère m'a s'est présentée, elle dit voilà, je suis la mère d'un transgenre. Il y en a qui acceptent pas et qui diraient non, je suis la mère d'un homme. Voilà, c'est ce genre de petits détails, mais voilà, je tiens pas rigueur parce qu'on est dans le cadre du podcast. Mais voilà, c'est important, c'est des petits termes comme ça que chacun peut interpréter et du coup ça sera jamais parfait en fait. Un énorme merci à vous deux, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia, la réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.